presse animée ce matin par le Premier ministre. Au menu, la présentation d'un livre qui retrace le bilan des 5 ans de mise en œuvre du programme de Renaissance. C'est désormais officiel à travers l'IPC 2015, le Niger est classé 99e sur 168 pays. C'est aussi l'objet de notre point de presse animé ce matin par le président de la Halcia. Messieurs, dames, bonsoir et très ravi de vous savoir nombreux à ce 19h45 sur la télévision La Bali. À l'instant, je vous l'annonçais dans les titres que le bilan des 5 ans de mise en œuvre du programme de Renaissance, c'est le nom du livre qui a été présenté ce matin même à la presse par Brigitte Raffini, Premier ministre, lors d'un point de presse. Un livre qui retrace l'ensemble des réalisations effectuées par le régime de la Renaissance. Le compte rendu est signé Sadou Dumi et Ali Sissé Ibrahim. L'ensemble de la presse a été convié. Le Premier ministre avait fait une présentation succincte de leur gouvernance rassemblée dans un livre intitulé « Bilan des 5 ans de mise en œuvre du programme de la Renaissance ». Au cours de cette entrevue avec les journalistes en présence des membres du gouvernement, le Premier ministre Brigitte Raffini a abordé plusieurs points, dont entre autres celui du renforcement des institutions de la République. Les institutions fortes, crédibles et durables, qui constituent un engagement, le premier engagement du président de la République. Et je dois souligner, à mon avis, et c'est cela qui ressort de ce bilan, que nous avons toutes les institutions telles qu'elles sont prévues par nos textes fondamentaux, qui sont en place, qui fonctionnent normalement. Par la suite, le Premier ministre d'évoquer la redynamisation de l'administration qui, sous l'impulsion du gouvernement, a connu un changement. L'action qui a été investie au niveau de l'administration publique a permis d'avoir une administration peut-être que certains peuvent juger pas très performante, mais je pourrais dire qu'elle a fait face de manière satisfaisante à ses obligations fondamentales. Parlant de corruption, domaine dans lequel beaucoup reste à faire, le Premier ministre de relever les progrès qui ont été faits en vue de l'éradiquer. Ce fléau que constitue la corruption, je crois le dire sans me tromper, en tout cas, nous avons là aussi enregistré des progrès. Nous venons d'enregistrer en tout cas un autre classement, tout récent, il y a 2 jours, qui nous fait gagner encore 4 places. De la 103e place, nous nous retrouvons à la 99e. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie, la très bonne voie. Le Premier ministre de dire aussi la place qu'occupe la sécurité et la paix relativement aux objectifs de sa direction. Au rang des priorités, le président de la République, la sécurité et la paix constituent une grande priorité, car comme vous le savez, à l'accession au pouvoir du président de la République, Issoufou Mahamadou, nous avions un contexte particulièrement tendu dans la sous-région. Il est clair que le livre appelé « Bilan des 5 ans de mise en œuvre du programme de Renaissance » présenté par le Premier ministre est une niche d'information sur tous les secteurs. Il reviendra au lecteur de se faire sa propre appréciation, surtout à cette veille de campagne électorale. 99e sur 168 pays classés sur le rang occupé par le Niger à l'issue du classement de l'ONG Transparency International relativement à l'indice 2015 de perception de la corruption. Officialisation donc ce matin à travers un point de presse animé par le président de la Halcia, la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Une évolution donc du classement de notre pays. Les images d'Aboubacar Soleil commentées dans ce compte rendu de la rédaction. L'indice de perception de la corruption 2015, publication récente de l'ONG Transparency International, relayée à travers ce point de presse du président de la Halcia, la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Une évolution du classement de notre pays, dont semble s'enorgueillir la Halcia. Cette année, le Niger est classé 99e sur 168 pays, alors qu'en 2014,
il était 103e sur 176 pays. En 2013, 106e. En 2012, 113e. Et en 2011, 134e. Visiblement, on peut se satisfaire de l'évolution du classement. Le Niger sort ainsi des méandres des classements à 3 chiffres, mais paradoxalement, les statistiques pour l'élaboration du classement sont loin d'agréer l'assentiment. Cependant, je tiens encore à exprimer ma désapprobation par rapport aux statistiques qui continuent toujours à être utilisées dans l'élaboration de cet indice, même si, demeurant, on constate qu'il y a des évolutions, mais je constate chaque fois, lorsque je rentre dans les détails avec effarement, que le Niger continue d'être classé sur la base de certaines données qui datent de 1910, 1911, 2010, 2011 ou même 2012. Je pense bien qu'il faudra peut-être songer à réactualiser les données sur la base desquelles le classement est fait. L'indice de perception de la corruption est l'indicateur de la corruption le plus largement utilisé à travers le monde. Il note et classe les pays en fonction du degré de corruption perçu dans le secteur d'un pays. C'est aussi un indice composite. COPA 2016, Coalition politique pour l'alternance, c'est le nom du tout nouveau regroupement politique d'une dizaine de partis politiques. Elle couvre les périodes préélectorales, électorales et post-électorales. C'était hier après-midi à travers un protocole d'accord signé entre leaders de ces partis politiques de l'opposition. Le point dans ce compte rendu de la rédaction. Le regroupement est celui d'une dizaine de partis politiques de l'opposition. Il crée le cadre à travers la signature d'un protocole d'accord portant création de la COPA, la coalition politique pour l'alternance 2016, laquelle coalition vise des objectifs. La coalition vise les objectifs suivants: remporter les élections présidentielles, législatives et locales, assurer une majorité confortable à l'Assemblée nationale, contrôler les exécutifs locaux. Pour ce faire, la coalition doit créer une atmosphère de fraternité et de bonne camaraderie entre les partis politiques et entre les militants, dans la perspective de faciliter la réalisation de leurs projets communs et de contribuer à la tenue d'élections libres, transparentes, équitables et inclusives. Pour la COPA, la désagrégation de la situation politique se traduirait par la violation répétitive de la Constitution par le président de la République. En agissant de la sorte, celui qui est censé défendre la République et ses valeurs est en train de la pervertir. En rentrant en campagne électorale avec les moyens de l'État, et ce de manière illégale et irrégulière, Mahamadou Issifou montre aux Nigériens qu'il n'est plus disposé à respecter la Constitution, les lois et règlements de la République. À cette fin, il oblige les représentants de la communauté internationale à être les complices passifs de sa forfaiture. Autant d'impairs dont il serait l'alpha et l'oméga, de leur refus de signer le code de bonne conduite. Nous venons d'apprendre à l'instant que sans aucune forme de procès, Issi Mahamadou a décidé de continuer à garder nos amis en prison. Et c'est ainsi que Omar Dokari est transféré à Tilaberi. Seni Bereda à Polo, Sani Bala Dansani à Walam, Isaac Issifou à Berningaore, Maman Nissa à Saï. Et il est clair pour nous que Mahamadou, Soumana Sanda, Isaac Issifou, Seni Bereda, Omar Dogari, Maman Nissa, Sani Bala Dansani et tous les autres camarades gardés dans les prisons ne sont que des prisonniers politiques. Et c'est pourquoi, pour marquer notre désapprobation et notre indignation face à ces arrestations arbitraires, nous avons décidé ce matin
de ne pas signer le code de bonne conduite jusqu'à ce que nos camarades soient libres. L'acte de naissance de la COPA une fois établi, ces partis politiques de l'opposition affichent leur volonté commune de barrer la route à Issifou Mahamadou au cours des futures élections présidentielles de 2016. Pour des élections apaisées au Niger, c'était le thème d'une conférence débat animée hier après-midi par Dr Aïchatou Moukaila. Elle est chargée de cours au département de philosophie à l'université de Niamey. Et c'est le centre culturel franco-nigérien Jean Roucha qui en a servi de cadre en présence de nos reporters Ibrahim Abdou et Michel Dji. Ce qu'il faut pour des élections apaisées au Niger, c'est ce sur quoi la conférencière spécialiste des questions de philosophie politique a centré son intervention. C'est pour inviter tous les Nigériens à jeter le regard dans une seule direction, c'est la direction de l'avenir, la direction de la paix et de la sécurité dans notre pays. Lorsqu'on compare le Niger à d'autres pays que je ne veux pas citer ici, on se rend compte que en Afrique, l'une des causes d'instabilité, c'est des réformes constitutionnelles non consensuelles, des réformes qui visent à compromettre l'alternance ou à renforcer la position du chef de l'État. Nous ne sommes pas dans ce contexte-là. Nous sommes dans un contexte où la Constitution, comme je le disais tantôt, elle est consensuelle. Nous sommes dans un contexte où les différentes lois qui symbolisent également, qui symbolisent aujourd'hui le code électoral, ces différentes lois quand même ont recueilli l'agrément des uns et des autres. Quand vous parcourez les différentes lois relatives donc à la pratique des élections, vous allez vous rendre compte qu'il y a l'aspect d'élection inclusive. Et ça, c'est un élément important. Et c'est pour cela que, par exemple, la présence au niveau des bureaux de vote des représentants des partis politiques en compétition est un élément favorable à la tenue d'élections apaisées dans notre pays. Des idées qui ont suscité tant d'intérêt du côté des participants qui n'ont pas hésité à montrer leur dégoût par rapport à certaines pratiques malsaines constatables pendant ces échéances électorales. Ça n'a pas de sens, par exemple, qu'on vient prendre un des citoyens, on lui donne quelque chose, juste tout simplement pour aller voter pour quelqu'un. Je ne vois pas en quoi est-ce qu'il va aller donner sa voix pour quelqu'un qui est irresponsable. Je pense qu'il serait mieux de rester, d'accepter sa situation telle qu'on est. Et les choses peuvent aller de l'avant dans la mesure où les hommes responsables parviennent au pouvoir. Toutes les conditions qu'elle a proposées sont possibles pour une élection apaisée. Mais au regard de tout ce qui se passe au Niger, je dirais que quelque part, il y a des zones d'ombre. Donc ici, j'interpelle la conscience de tous les Nigériens, ensuite les journalistes et après les acteurs de la société civile pour qu'ils prennent conscience afin de repenser leurs pensées et de contribuer au développement de notre pays. Organisé par le CCFN Jean Rouge en collaboration avec le département de philosophie de l'université de Niamey, cette discussion philosophique est une rencontre mensuelle qui est une occasion pour les enseignants-chercheurs de ce département de contribuer à préserver cette discipline de multiples préjugés dont elle a le plus souvent été victime et à mettre en exergue son utilité publique. La période est dite celle de pré-campagne, une pure invention des politiciens qui s'adonnent allègrement ainsi à une violation de la Constitution, et ce malgré que la campagne proprement dite ne soit officiellement ouverte. Analyse de la pratique dans ce reportage signé Aboubakar Souley. La pratique, bien qu'elle ne figure dans aucune disposition constitutionnelle, se perpétue. La campagne avant la campagne et la messe est désormais dite. Nous assistons à ce moment-là à des manifestations politiques de soutien, ce qui est interdit. Nous assistons à des tournées même de responsables gouvernementaux. Et à l'occasion de cette tournée-là, des meetings sont organisés et des déclarations de soutien sont dites. C'est contre la loi. Et vous savez, l'homme politique, il est enclin à faire tout ce que la loi ne permet pas. Ruse ou triche politique, le Rubicon est vite franchi par le politique.
qui ne lésinent surtout pas sur les moyens étatiques. Outre la pré-campagne au sein de partis politiques, il y en a sur le poste du pouvoir qui font non seulement la pré-campagne interdite par la loi, mais surtout avec les moyens aussi de l'État. Et je pense que c'est une véritable violation de la loi, c'est une atteinte à la sacralité des biens publics. Il faut que les différentes instances en matière électorale parlent pour dire que ce n'est pas normal. Il faut arrêter cela. Les attributs de l'État, les biens de l'État ne doivent pas être utilisés non seulement dans la campagne proprement dite, mais aussi dans la première campagne qui est vraiment une désolation. Une violation de la Constitution que se doivent de réparer certaines institutions. Il y a des institutions chargées de constater ces manquements-là et de proposer vraiment des sanctions. Je pense à l'autorité de régulation de la communication, le CNC, le Conseil supérieur de la communication, est investi par la loi de veiller à l'application stricte de ces dispositions. Il est aussi intimé au ministère de l'Intérieur de veiller par rapport à la pré-campagne que ça donne certains partis politiques. Malheureusement, ces institutions-là, étatiques ou proches de l'État, n'accomplissent pas leur travail. Prévu officiellement pour être lancé le 30 janvier à minuit, tous bords confondus, les différents acteurs du processus électoral, eux n'ont pas attendu ce top de départ officiel. Assigné en justice et ce relativement à une grève de 48 heures à partir de demain vendredi, le collectif des syndicats des médias publics, au sortir de leur audience avec le juge, bien que l'accès soit formellement interdit, à notre équipe de reporters s'est livrée à notre micro quant à la suite qui sera réservée à leur mouvement de grève. Explication avec Yahya Rabou, il est le secrétaire général du Centra Presse, le syndicat des travailleurs de la presse. Donc nous sommes allés voir le directeur général de PISER. Celui-ci nous a fait comprendre d'attendre jusqu'à ce matin pour pouvoir, arrêter le service minimum avec lui. Parce que vous savez, on ne peut pas aller en grève comme ça et fermer l'antenne. Donc ce matin, ils nous ont appelés. On pensait que c'était pour signer donc ce service minimum. C'est à ce moment-là qu'il nous dit le gouvernement nous a assigné en justice, donc on va nous amener la convocation. L'UIC nous a amené la convocation, on est parti ce soir. Nous sommes expliqués devant le président de la Cour et on attend le verdict demain. Qu'est-ce que vous avez reproché? Vous avez déjà une idée de la chose? Oui, bien sûr, on nous reprochait tout d'abord d'aller en grève, en fonction par rapport à ce qu'on a demandé. On a demandé 20% d'augmentation de salaire sur la grille salariale de la fonction publique, conformément donc à notre statut du personnel. Alors on nous reproche de ne rien avoir, on nous reproche que dans notre statut de l'ORTAN, il n'y a nulle part où c'est écrit les 20%. Mais nous avons dit, c'est au moment de la création de notre statut, le statut avait une grille salariale. Et cette grille salariale est bâtie sur 20% de plus sur le salaire de la fonction publique. Donc, vous voyez, il y a une jurisprudence. Et tout récemment, quand on nous a reversé dans la grille salariale de l'ORTAN, avec le nouveau statut, chaque agent a profité de ces 20%. Maintenant que les agents de la fonction publique ont vu leur salaire évoluer, nous avons demandé à ce que ce salaire soit enregistré pour nous avec une augmentation de 20% sur la grille salariale. Et c'est ce que le conseil d'administration a accepté. Donc, puisque le conseil d'administration l'a accepté, pourquoi le DG de l'ORTAN va-t-il refuser? Ça veut dire que vous n'allez pas observer la grève de demain ou vous comptez l'observer? Ah si, on compte l'observer parce qu'on attend le verdict. La grève sera en cours dès demain. Nous allons en grève. Maintenant, si à 9h, on nous dit qu'on n'a plus le droit à aller en grève, on arrête. Parlant du DG de l'ORTN approché pour entendre sa version des faits, ce dernier s'est réservé de tout commentaire. Selon lui, l'affaire étant pendante devant les tribunaux. Une affaire donc à suivre. Visite d'entreprise ce matin dans les locaux de notre groupe de presse, votre groupe de presse à la radio-télévision Labari, elle est celle des étudiants en deuxième année de communication de l'école de comptabilité, communication, administration et de management ECAM. Le point de la visite avec nos reporters Nasser Dantofo et Aboubakar Souley.
Joindre la théorie à la pratique, c'est l'objectif de cette visite académique des étudiants en BTS Communication de l'école de comptabilité, communication, administration et de management ECAM au groupe de presse Labari. Nous les invitons à découvrir plusieurs choses à la fois. La première des choses, c'est donc de voir de façon pratique comment s'exercent les métiers de la communication. C'est de voir avec quel type d'équipement ce travail se fait. Et surtout, ce qui est très important pour nous, c'est de voir la rigueur avec laquelle du moins les professionnels travaillent dans les entreprises de presse. Et c'est cette rigueur et cette volonté de bien faire qui a été notre motivation pour le choix de la télévision Labari, d'une manière générale du groupe Labari, parce que nous savons qu'ici, nous allons trouver des professionnels qui font leur métier avec conscience et qui le font avec toutes les exigences du métier. Les studios radio, à la salle de réunion de rédaction, le plateau télé, à la régie TV et à la salle de montage, ces étudiants ont eu droit à d'amples explications sur le fonctionnement du groupe, d'où ce sentiment d'une visite bien accomplie. On nous a accueillis avec les bras ouverts. Donc la particularité ici à la Labari, c'est que la Labari utilise des matériels de dernière génération. C'est cela qui m'a beaucoup marqué dans la vie, parce que moi je connais déjà les entreprises de presse. Donc ce qui m'a plus marqué, c'est les matériels de dernière génération que la Labari utilise. Et le personnel qui est un personnel dynamique et très jeune. Ce qu'on a pu retenir à travers cette visite, c'est qu'il nous a fait un peu l'étalage des différents services avec les différents matériels qu'ils utilisent et la compétence des agents de cette entité. Labari fait du bon métier de journaliste, parce que la neutralité, ce n'est pas du tout facile dans le contexte actuel. Je remercie toute l'équipe de Labari pour leur accueil chaleureux qu'ils nous ont réservé. Et ce qui m'a plus marqué ici à Labari, c'est le service de la régie. Et au niveau du montage aussi, c'est vraiment très... Je suis très étonnée par leur travail. Et je ne que les féliciter et leur dire du courage et bonne chance à l'avenir. Ainsi, les étudiants de l'ECAM répètent édifiés dans un groupe de presse audiovisuel comme le groupe de presse Labari. Rigueur, professionnalisme, autant de superlatifs, d'où la passion de vous servir. Et ce sont sur ces images que se referme ce journal. D'avoir été de notre merci. Très bonne suite en compagnie de nos programmes. La télévision Labari. Très bonne soirée aussi. Au revoir.